Hey, salut à tous! Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, on va essayer de reprendre un petit peu les bonnes habitudes. Et pour commencer, si vous aimez les villages et les clés, aujourd'hui on regarde Château Combo. L'idée générale du jeu, c'est que chaque joueur va constituer devant lui, au cours de la partie, un tableau de cartes de 3 cartes par 3 cartes. Donc à la fin de la partie, on aura chacun 9 cartes devant nous. Et en fonction des cartes qu'on aura choisies, chacune va nous rapporter des points d'une manière un petit peu différente. Et la personne qui aura le plus de points, tout simplement, remporte la partie. Pour la mise en place, on va prendre le paquet château à dos gris et on va constituer une rivière de 3 cartes, et le paquet village à dos marron et on va aussi constituer une rivière de 3 cartes. Ensuite, on prend notre petit pion messager qu'on va placer à côté du village. Chaque joueur prend 15 or et 2 clés. Et une fois qu'on a fait ça, on désigne un premier joueur et on est prêt à commencer la partie. Alors, comment se déroule le tour de jeu? C'est assez simple. En gros, durant votre tour de jeu, vous allez tout simplement acheter une carte. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, il y a quelques subtilités, on va rentrer dans le détail. Déjà, avant d'acheter une carte, vous ne pouvez acheter de carte que sur l'endroit où se trouve le messager. C'est-à-dire que là, le messager est au village, donc si c'est mon tour de jeu, je n'ai le choix qu'entre ces 3 cartes-là. Je ne peux pas choisir les cartes du château. Alors, il y a une petite subtilité. Au tout début de votre tour de jeu, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, mais si vous le voulez, vous pouvez défausser une clé pour changer le messager et le faire passer du village au château ou du château au village, ce qui vous permet en fait d'avoir accès à davantage de choix. Alors, je précise tout de suite que les clés, c'est des points à la fin. Donc c'est bien, c'est intéressant, mais en même temps, vous sacrifiez des points quand vous faites ça. Deuxième possibilité aussi à votre tour de jeu, vous pouvez aussi défausser une clé, non pas pour changer le messager d'endroit, mais tout simplement pour renouveler les cartes qui sont là où se trouve le messager. Donc je pourrais défausser une clé pour défausser ces 3 cartes et remettre 3 nouvelles cartes du village à la place. Par contre, je ne peux utiliser qu'une seule clé par tour de jeu, donc je ne peux soit remplacer les cartes qui sont là où se trouve le messager, soit bouger le messager, mais je ne peux pas faire l'un et l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la première action au début de votre tour de jeu, c'est défausser ou non une clé, mais c'est tout à fait optionnel. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez choisir une des cartes qui se trouve à l'endroit où est le messager, et tout simplement, on va regarder l'anatomie d'une carte, c'est très simple. Ici, on a le coût en or, donc cette carte-là, par exemple, elle me coûte 0, c'est chouette. Ici, on a le blason de la carte. Alors, les cartes ont des blasons différents, il y a des répartitions différentes en fonction du village et en fonction du château. Et ensuite, ici, vous avez 2 indications. La première indication, cette première ligne, c'est le pouvoir immédiat de cette carte au moment où je la récupère et où je la mets dans mon tableau. Et le deuxième pouvoir ici, c'est le nombre de points de victoire, donc ce qui est indiqué en rouge ici, c'est le nombre de points de victoire que va me faire la carte en fonction de la condition qui est indiquée ici. Donc par exemple cette carte-là, si je la récupère, déjà elle me coûte 0, donc c'est chouette. Et ensuite, au moment où je la mets dans mon tableau, elle va me faire 3 sous par carte qui vaut 0 dans mon tableau. Donc là c'est super, elle me coûte 0, je la mets dans mon tableau, et en plus elle me rapporte immédiatement 3 sous. À la fin de la partie, en plus de ça, cette carte va me faire 2 points pour chaque carte qui vaut 0, enfin qui coûte 0 dans mon tableau. Donc elle-même me fait déjà 2 points. Alors 2 points, c'est pas terrible, hein, c'est plutôt 8 ou 9, une carte avec des points intéressants, mais bon, si j'ai beaucoup de cartes qui valent 0 dans mon tableau, eh bien ça peut être plutôt pas mal. Donc par exemple, je vais décider de prendre cette carte-là, alors je paye rien parce qu'elle est gratuite, et je la mets dans mon tableau. Quand je pose une carte dans mon tableau, il n'y a que 2 règles à respecter. La première règle, c'est que ma carte doit être adjacente à une autre carte déjà posée dans le tableau. Bon, là, au départ, il n'y a pas de carte, donc je peux la mettre n'importe où, mais ensuite, quand je rajouterai une carte, il faudra qu'elle soit sur un de ces 4 emplacements, par exemple. Alors, en diagonale, ça ne marche pas, c'est adjacent orthogonalement. Et deuxième condition, je ne peux pas dépasser mon carré de 3 par 3, sachant que les cartes n'ont pas un emplacement spécifique au début de la partie, c'est en fonction des cartes que je vais poser que je vais déterminer petit à petit mon carré de 3 par 3. Par exemple, là, tant que j'ai pas 3 cartes en hauteur ou 3 cartes en largeur, je peux choisir où je vais aller. Par exemple, cette carte-là, je peux la poser ici ou ici, mais ensuite ça déterminera du coup la hauteur. Par exemple, cette carte-là, je pourrais la poser ici ou ici, par exemple. Donc imaginons que je choisisse effectivement cette carte, je la place dans mon tableau, comme c'est la première, je peux la mettre n'importe où. J'ai payé son coût de 0, donc j'ai rien payé, et donc j'applique immédiatement son pouvoir immédiat, qui est de gagner 3 sous pour chaque carte qui vaut 0 dans mon tableau. Eh bien, je gagne tout simplement 3 sous de la réserve. Et donc la deuxième ligne ne sera appliquée qu'à la fin de la partie, quand on comptera les points de victoire. Alors les effets des cartes sont quand même extrêmement variés, juste pour vous en montrer quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont généralement un petit peu des déclinaisons de ces effets-là. Je vais vous en montrer 2 ou 3. Donc celui-là par exemple, comme effet immédiat, alors c'est un peu un effet permanent puisqu'il vous permet d'avoir un discount à l'achat
à la fois sur les cartes du château et sur les cartes du village. Donc à partir du moment où je récupère l'écuyer, eh bien toutes les cartes grises ou toutes les cartes marron me coûtent 1 sou de moins, avec un minimum de 0 bien sûr, je ne vais pas gagner de l'argent en achetant une carte. Et puis lui par exemple, il me fera 2 points pour chaque blason de ce type dans la ligne ou dans la colonne dans laquelle se trouve cette carte, sachant que vous avez des cartes sur lesquelles il y a plusieurs blasons. Par exemple, celle-là, il y a 2 blasons. Donc si vous avez 2 blasons et qu'il y a une carte qui vous fait 2 points par blason, eh bien ça vous fera 4 points. Cette carte-là, par exemple, vous fait une clé par villageois dans votre tableau. Donc les clés, je vous ai dit, c'est pas mal puisque c'est des points à la fin de la partie et en plus, ça vous permet de renouveler la rivière ou de changer le messager de place. Et ici, alors c'est assez thématique puisque c'est la révolutionnaire. La révolutionnaire, par exemple, elle vous fait 9 points à la fin si vous n'avez pas de blason bleu. Le blason bleu, c'est plutôt ce qui est associé aux nobles, vous les trouvez plutôt dans la pile du château. Donc vous avez 9 points si vous n'avez pas de blason bleu dans votre tableau à la fin de la partie. Celui-là vous fait 2 clés immédiatement et à la fin de la partie vous fera 3 points par couple de cartes grises et de cartes marron, de par paire de cartes grises et de cartes marron que vous avez dans votre tableau. Ici ça vous fait juste un discount pour les villageois et à la fin vous aurez 2 points par blason différent que vous avez dans votre tableau, donc jusqu'à 12 points puisqu'il n'y a que 6 blasons différents. Cette carte-là par exemple vous fait 1 sou par blason de manière rouge immédiatement, donc elle vous fait déjà 2 sous, en gros elle rembourse son coût, et à la fin elle vous fera des points en fonction des pièces que vous mettrez sur cette carte. J'expliquerai un petit peu cette subtilité après. Ou celui-là par exemple vous fait 1 sou par blason violet chez un voisin, et ensuite vous pouvez gagner une clé par blason rouge que vous possédez, et à la fin elle vous fera 1 point par clé. Donc les clés rapportent déjà des points, mais ça va renforcer encore plus le point que les clés vous rapportent. Ou encore par exemple celui-là, qui immédiatement vous fait 1 or pour chaque blason différent que vous avez dans votre tableau, et qui à la fin de la partie vous fera 3 points pour chaque blason vert dans la ligne dans laquelle il se situe. Alors chaque fois la carte s'inclut elle-même, donc en fait ça me fait déjà 3 points. Donc voilà, vous avez énormément d'effets différents, toutes les cartes des 2 paquets sont différentes, donc ça donne aussi pas mal de rejouabilité. Donc revenons à notre tour de jeu, imaginons que c'est bon, j'ai récupéré ma carte, j'ai appliqué son effet. Une fois que c'est terminé, eh bien tout simplement, je remplace la carte qui vient d'être récupérée et c'est au prochain joueur de jouer. Alors, il y a 2 petites subtilités. Vous remarquez que sur certaines cartes, vous avez ce petit symbole ici. Alors là, vous avez un symbole de château et ici, vous avez un symbole de village. Et bien tout simplement, si vous choisissez de prendre dans votre tableau une carte qui a ce type de symbole, à la fin du tour de jeu, non seulement vous remplissez la rivière de manière normale, mais le messager va changer de lieu, il va aller au château. Et c'est pareil au château, si vous choisissez une carte sur laquelle il y a ce petit symbole de village, et bien à la fin de votre tour de jeu, le messager va changer et va partir au village. Donc c'est pas sur toutes les cartes, mais c'est un élément à prendre en compte pour notamment si vous jouez à 2 et que vous voyez que votre adversaire est intéressé par une carte ici, vous allez peut-être choisir une carte qui fait que le messager ne va pas aller au château, etc. Donc ça va rentrer en compte dans votre stratégie. Et puis, deuxième petite subtilité, il peut arriver parfois qu'aucune carte vous intéresse, ou que vous n'ayez tout simplement plus d'argent pour acheter une carte, puisqu'en fait, à part l'argent que vous donnent les cartes, vous n'avez aucune autre manière de récupérer des sous. Bien, dans ce cas-là, au lieu de payer une carte pour la mettre dans votre tableau, vous allez prendre n'importe quelle carte de l'endroit où se trouve le messager, la retourner et vous allez la placer face retournée dans votre tableau. Et à ce moment-là, elle va vous faire un effet qui est générique, qui est le même pour toutes les cartes, que ce soit les cartes château ou les cartes village. Elle va vous faire 6 sous plus 2 clés. Donc c'est une manière de vous refaire un petit peu si vous n'avez rien bien d'autre intéressant à faire ou si vous n'avez plus de clés ou plus d'argent. C'est une manière, voilà, comme une autre, de vous faire gagner ça, sachant que vous avez aussi des cartes qui combattent dans le paquet et qui vous font des points en fonction des cartes retournées que vous avez dans votre tableau. On continue la partie de cette manière jusqu'à ce que tous les joueurs aient 9 cartes devant eux, donc aient complété leur tableau, donc on joue tous le même nombre de tours, et ensuite on passe au décompte des points. Alors décompte des points, il est très bien fait, on a cette petite feuille de score. Ici, vous marquez votre nom, évidemment, et ensuite, vous allez noter vos points à chaque fois en fonction des cartes, en commençant par la carte la plus en haut à gauche, et ensuite, on passe à la carte celle-là, puis la deuxième ligne, et enfin, la troisième ligne, et après, on ajoute les clés qu'on nous reste, donc chaque clé, ça nous fait 1 point, donc c'est plutôt pas mal, et on fait le total, et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Alors, juste pour vous faire un exemple ici, par exemple, cette carte-là, donc là, on regarde que
les informations qui sont dans le cartouche du bas, d'accord? L'effet immédiat de la carte n'a plus d'intérêt à ce moment-là de la partie. Donc cette carte-là, par exemple, me fait 1 point par villageois dans mon tableau. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 villageois, elle me fait 5 points. Cette carte-là me fait 3 points pour chaque blason vert dans cette ligne. Il y a 1, 2, 3 blasons verts, ça me fait 9 points. Cette carte-là me fait 5 points si elle est placée sur la ligne du haut. Elle est bien placée sur la ligne du haut, donc elle me fait 5 points. Celle-là, elle me fait 1 point par clé. Donc mes clés, là j'en ai 5, elles me feront déjà 5 points, mais grâce à cette carte-là, ça me fait 5 points supplémentaires. Ensuite, celle-là, j'y reviens juste après. Celle-ci me fait 2 points pour chaque blason orange dans cette ligne ou dans cette colonne. Il n'y en a pas, ça me fait 0, c'est très mal joué. Celui-là me fait 3 points pour chaque paire de cartes grises et cartes marron. Donc j'ai 4 paires de cartes grises et marron, donc ça fait 4 x 3, 12 points. Celui-là me fait 4 points pour chaque paire de blasons verts et jaunes. Et comme j'ai qu'un seul blason jaune, de toute façon ça ne me fait qu'une seule paire, donc ça me fait 4 points. Et celui-là me fait 2 points pour chaque blason jaune dans cette ligne ou dans cette colonne. Et bien il n'y en a qu'un, c'est lui-même, donc ça me fait 2 points. C'est pas génial, mais en tout cas, voilà, c'était pas une partie exceptionnelle, là, disons. Normalement, les scores pas mal, c'est quand même d'avoir des cartes qui vous font au moins 8-9 points chacune pour espérer avoir un score vraiment pas mal. Ensuite, j'additionne les clés que j'ai, donc là j'ai 5 clés, et ça me donne mon score total. Petite subtilité, ce sont les sous. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé des sous parce que les sous à la fin, ça vous fait 0. Ça ne sert à rien de les accumuler. Alors, c'est pas tout à fait ça, ça ne sert pas totalement à rien. Il faut avoir les cartes qui vous permettent de valoriser vos sous. Et ces cartes qui vous permettent de valoriser vos sous, ce sont celles avec les petites bourses comme celle-là. Donc, dès que j'ai des cartes avec une petite bourse, là c'est indiqué le chiffre 4, ça veut dire que je peux placer à la fin de la partie jusqu'à 4 sous qui me restent. Hop. Et chacun de ces sous va me faire 2 points. Donc ici, ça me fait 8 points. Par contre, si j'ai des sous supplémentaires et que je n'ai pas de bourse sur lesquelles les distribuer, eh bien, ils me feront 0. Donc après, vous avez des cartes, voilà, celle-là pourrait avoir jusqu'à 6 sous. Donc si je mets 6 sous dessus x 2, ça me fera 12 points. Celle-là, par exemple, peut mettre jusqu'à 7 sous. Donc si j'arrive à mettre 7 sous, ça me fera 14 points. Donc ça peut être très intéressant de faire une stratégie avec des petites bourses comme ça, sachant que les effets immédiats de certaines cartes vous permettent aussi de placer directement depuis la réserve des sous sur les cartes sur lesquelles il y a des bourses. Donc ça peut aussi être très intéressant de marquer des points de cette manière. Boum! Et c'est tout pour Château Combo. Alors, qu'en dire? Eh bien, à la base, j'étais pas du tout emballé par Château Combo. C'est pour ça que j'ai repoussé le moment de l'acheter jusqu'au moment où, en fait, on me l'a offert. Donc, j'ai finalement été obligé d'y jouer. Et je suis très content qu'on me l'ait offert, puisqu'en fait, le jeu est vraiment super. Alors, évidemment, on a l'impression que c'est du réchauffé absolu, avec des mécaniques qu'on connaît par cœur. Il y en a beaucoup de jeux de ce type qui sortent ces derniers temps, où on construit son petit tableau de 3 cartes par 3 cartes, et en fonction de ce qu'on a mis dans notre tableau, ça nous fait des points. C'est du vu et du revu 50 fois, mais le jeu ici le fait extrêmement bien et apporte des petites subtilités à droite à gauche qui font que ça devient vraiment intéressant. C'est hyper efficace, hyper actif et voilà, ça marche en tout cas. Alors, pourquoi est-ce que ça marche si bien dans ce jeu? J'ai essayé de comprendre pourquoi. À mon avis, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de choix et beaucoup de stratégies différentes qui tiennent surtout à toutes les différentes... Alors, il y a cette histoire des clés, l'histoire du château, du village, l'histoire du messager. Au départ, je me dis, mais c'est un peu bizarre, pourquoi il y a ces petits trucs, ces petites couches supplémentaires? En fait, c'est parce que les cartes vont interagir avec ces éléments supplémentaires du jeu. Les cartes vont interagir avec les clés, vont interagir avec l'or, avec le messager, avec les piles, avec à peu près tous les éléments qui vont vous permettre de marquer des points, que ce soit les blasons, l'emplacement des cartes, le nombre de cartes que vous avez, l'argent qui vous reste. Tout vous permet d'avoir des points, même le fait de retourner une carte pour la mettre dans votre tableau, même ça peut éventuellement vous faire des points et peut comboter avec certains éléments du jeu. Donc il y a plein de choix en réalité durant la partie, ne serait-ce qu'au début de chaque tour, vous avez le choix de défausser ou non une clé pour bouger le messager ou pour renouveler les cartes. Ça paraît rien, mais en fait, c'est déjà un petit choix au début de votre tour qui met déjà un petit peu de tension dans ce que vous allez faire, parce que vous pouvez ne pas être totalement satisfait des cartes qu'il y a là, mais en même temps, vous ne savez pas ce qui va arriver si jamais vous décidez de renouveler la rivière qui est juste en face de vous, ou alors si vous décidez de bouger le messager, c'est pas forcément beaucoup plus intéressant, et en plus, une clé, c'est aussi un point de victoire, et la partie, des fois, se joue à quelques points. Donc voilà, c'est tous ces petits choix durant la partie qui sont hyper intéressants, et surtout, ce qui est sympa,
Ce que j'aime bien, c'est vraiment, alors c'est un petit plus, hein, c'est pas non plus énorme, mais c'est que les cartes sont assez thématiques. Typiquement, là, si on a le bourreau, par exemple, c'est rigolo parce que le bourreau, son pouvoir immédiat, ça va être de détruire une des cartes. En gros, il va tuer une des cartes qui est dans une autre colonne et vous allez récupérer l'argent qu'aurait coûté cette carte. Ou alors, vous avez c'est quoi? C'est la mendiante. Donc il vous fait un sou par case occupée, donc en gros c'est les autres cartes qui lui donnent de l'argent, c'est rigolo. Vous avez le philosophe par exemple qui vous fait 10 sous si le blason rouge, qui est un peu le blason des gens avec des armes, un peu le blason de la guerre, est absent. Donc ça c'est voilà, c'est des petites notes un tout petit peu thématiques qui vraiment donnent de la profondeur au jeu et c'est assez agréable. Donc je pense que c'est vraiment cette diversité des pouvoirs, cette diversité de manières de marquer des points, ces petits choix que vous avez en permanence. Aussi le choix qui est, alors j'ai oublié, mais le choix qui est le plus évident, c'est le choix que vous avez entre l'équilibre à trouver entre le pouvoir immédiat de la carte et le nombre de points que ça vous rapporte à la fin. Parce que des fois vous avez des cartes qui ont un pouvoir immédiat qui est hyper intéressant, et à des moments on arrive assez vite à court d'argent si on ne fait pas attention, donc il faut récupérer une carte qui nous fasse de l'argent. Mais en même temps, la carte qui nous fait de l'argent, peut-être qu'elle nous fera absolument aucun point à la fin de la partie, ou alors qu'on n'est pas du tout parti dans cette stratégie. Donc il faut faire hyper attention à ça. Donc là, un sou par blason différent, c'est pas énorme, mais en même temps, 3 points par blason vert, pour le coup, ça, c'est plutôt intéressant. Donc c'est toujours le choix aussi, le bon équilibre à trouver entre un bonus que j'ai tout de suite et les points à la fin de la partie. Et donc c'est tout ce petit équilibre un petit peu permanent dans le jeu qui fonctionne extrêmement bien. Voilà, donc tout ça pour dire que Château Combo, j'en attendais absolument rien, mais alors souvent Catch Up Games, ils sont quand même bons, ils font quand même pas mal de bons jeux. Hein. Mais alors vraiment ce jeu-là, c'est depuis qu'on l'a, nous, on n'arrête pas d'avoir envie d'y jouer en permanence et ça se sort hyper rapidement. Il faut faire attention, le seul petit élément, c'est qu'il fonctionne très bien à 2, 3 ou 4, ou je crois qu'il va jusqu'à 5 joueurs. Ça reste quand même pour moi plus intéressant à 2 joueurs, et c'est plutôt la configuration dans laquelle on y joue. Parce que même s'il est très rapide, etc., à 2 joueurs quand même, vous avez beaucoup plus de contrôle sur ce qui se passe, parce qu'au final, vous n'avez que 6 cartes devant vous. À 2 joueurs, vous pouvez voir ce dont votre adversaire a besoin. Vous pouvez aussi essayer de mieux gérer le fait que les cartes vont permettre d'envoyer le messager au château ou de le faire renvoyer au village. En calculant à 1 ou 2 tours d'avance, en se disant, bon alors si je prends cette carte, ça veut dire que le messager reste ici, il y a des chances que lui prenne cette carte-là et donc il envoie au château, et donc moi au prochain tour je pourrais acheter cette carte-là au château, normalement si il agit à peu près de manière logique en fonction des cartes qu'il a. Donc c'est ce genre de choses qui est aussi intéressant à 2 joueurs, que vous ne pouvez pas forcément avoir peut-être à 3 joueurs, mais si vous jouez à 4 ou à 5, en fait le temps que le tour de jeu revienne à vous, quasiment toutes les cartes auront changé, donc vous ne pouvez pas du tout planifier en avance, vous devez juste voir, maintenant ce qui m'intéresse c'est ça, et le prochain tour, je verrai quand le tour de jeu reviendra à moi, puisque de toute façon, je ne peux rien faire en avance. Donc ce qui fait aussi que, à 5 joueurs, des fois ça ralentit un peu le jeu, parce que vous ne pouvez pas du tout planifier en avance ce que vous allez faire. Donc le tour de jeu revient à vous, et c'est juste quand ça revient à vous que vous vous penchez sur le plateau pour dire, bon je vais prendre ci ou je vais prendre ça. Donc c'est petite note d'attention, moi je dirais plutôt 2 joueurs, voire 3 joueurs, 4-5 ça se joue, c'est rapide, c'est facile, ça fonctionne, mais c'est plus chaotique. Voilà, c'est juste un élément à avoir en tête. Voilà, c'est tout pour Château Combo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!